Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, et peut-être tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. La nouveauté de cette saison, c'est que tu peux devenir un Fire Tippers en soutenant financièrement le projet sur Utip. Oui, je sais, j'avais dit Patreon. Mais si j'aimais énormément le fait de pouvoir appeler les merveilleuses donatrices ou donateurs avec le doux nom de couche, Utip a d'autres mérites. Le concept est simple, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel de la somme que vous voulez et vous aurez accès au Discord Première Couche regroupant les invités qui le souhaitent et les super Fire Tippers. Ainsi que d'autres surprises, mais je ne voudrais pas tout vous dévoiler d'un coup. Pour s'y rendre, c'est très simple, il suffit de se rendre sur Utip, utip.io/première couche, tout attaché, sans accent. Ou alors, d'aller cliquer sur le lien en description. Un gigantesque merci d'avance à tous ceux qui sauteront le pas et commençons tout de suite notre épisode. Avec Margot qui m'apporte son aide sur la boîte mail du podcast, nous avons la chance de recevoir et lire des histoires toutes plus incroyables les unes que les autres. Parfois, il y a quelques lignes, parfois plusieurs pages. Quand Antoine m'a envoyé son histoire, il était clairement de la team pavé de plusieurs pages. De ceux où t'attends d'avoir un vrai moment et d'être bien installé pour les lire. Et quelle claque de lire ces mots. Tant d'émotions dans une histoire que je pensais déjà connaître et que j'ai redécouvert de l'autre côté du miroir. Alors j'ai voulu te faire écouter ces mots à lui qui racontent tout. Pour clôturer la saison 2, je te laisse écouter Antoine, le conjoint de Marion, mon invité de l'épisode 22, qui va te lire son récit, celui qui se passe en métropole, puis à Mayotte, puis en métropole. Celui où tout est différent du quotidien qu'une majorité d'entre nous connaît, celui que je pensais connaître donc, et en fait non, pas du tout. J'espère que tu prendras autant de plaisir à l'écouter que moi à le lire. Bonne écoute! Salut Antoine, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour ce dernier épisode de la saison 2. Aujourd'hui, j'avais envie de proposer, j'en ai un petit peu parlé en intro, mais j'avais envie de proposer quelque chose de spécial pour ce dernier épisode parce que cette saison, la saison prochaine va avoir de nombreux changements dans le podcast. Et tu m'as envoyé un mail extrêmement fort en émotion. Et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est une belle façon de faire aussi découvrir aux auditeuristes ce que je peux recevoir. Alors, comme je disais, des fois, il y a 3 lignes dans les mails et des fois, il y a 18 pages. mais je voyais pas comment ajouter du mieux à ce que j'ai lu. Alors, je t'ai proposé de lire ton mail. Tu as très gentiment accepté, même si ça doit être un petit peu bizarre. Et je t'en remercie. Du coup, je vais juste commencer avec ma question rituelle. Et je vais te laisser faire et on verra à la fin comment on fait. Enfin, comme d'hab, dans ce podcast, c'est à l'arrache et au feeling. Alors, qui es-tu et d'où viens-tu ? Donc je m'appelle Antoine, j'ai 36 ans et je suis le papa d'une petite fille qui a aujourd'hui 22 mois. Elle s'appelle Maya et je suis le compagnon de Marion. Aujourd'hui, je suis à la fois artiste plasticien à tendance peinture qui voudrait peindre un peu plus, un micro-entrepreneur qui aimerait entreprendre plus et surtout un papa à quasi plein temps, avec tout ce que ça implique comme bonheur et de frustration de ne pas pouvoir être pleinement les deux autres. Du coup, j'embraye direct ou... Ouais, vas-y. Ça marche. Embraye. Donc mon récit commence par la raison qui me pousse à toquer, par l'intermédiaire de ma compagne, Marion, à ta porte. J'avoue que je n'écoute que très rarement un podcast. C'est certainement un tort, mais c'est comme ça. Je n'avais jamais écouté Première Couche avant d'avoir écouté celui dans lequel Marion raconte cette partie de notre vie. Lorsqu'elle m'a invité à le faire, excuse-moi. Quelle claque! Je suis passé par toutes les émotions pendant 2 heures et quelques, mais surtout je découvrais un récit que j'ai pourtant vécu aussi intensément qu'on puisse l'imaginer.
une partie majeure de notre vie commune racontée à travers ses uniques yeux, sans édulcorant, sans compromis avec mes erreurs ou mes travers, avec toutes les incompréhensions mutuelles, les écarts entre sa réalité et la mienne. C'est une chance immense et une claque effrayante, tellement bénéfique, tellement importante, que ça devrait être un exercice obligatoire pour tous les couples traversant une épreuve comme celle de devenir parent. Mon récit est long, parce que cet exercice d'écriture s'est avéré plus important pour moi que je ne le pensais. Maya est née à Dzaoudzi, à Mayotte, ce qui implique d'expliquer un peu ce que peut être cette île. Mayotte est une île d'une grande intensité. Les joies sont intenses, les problèmes aussi. Aujourd'hui, ces îles sont décrites par un contraste entre des beaux paysages et la violence qui y règne, la corruption, l'immigration et les délinquances qui, selon les raccourcis habituels, y seraient liés. Ce n'est pas vraiment faux, mais ce serait oublier les gens qui y vivent. J'écarte volontairement les détails parce que ce n'est pas le sujet. Cette intensité développe une résilience très importante. Nous avons traversé un climat d'insécurité permanent, des émeutes, des blocages réels, sans approvisionnement, des pénuries d'eau potable, de l'eau un jour sur 3 dans le robinet, non potable, pendant plus de 3 mois. Un essaim de séisme qui faisait trembler l'île plusieurs fois par jour pendant des mois, des vagues de violence démentes entre villages, une horrible épidémie de dingue, et j'en oublie sûrement. En métropole, il suffit d'une pénurie de moutarde pour semer la panique. Les gens qui vivent à Mayotte depuis un moment deviennent résilients. Ils endurent, laissent passer la vague et la vie continue. C'est une qualité que Marion et moi avons développée, je pense, et c'est important pour la suite. Sur cette île, j'ai exercé comme prof d'art plastique dans le collège de Kaweni 1 à Mamoudzou, et j'étais aussi secouriste et sauveteur à la station SNSM de Dzaoudzi. Pour comprendre ce récit, il faut comprendre la relation entre Marion et moi. Nous nous sommes rencontrés jeunes, en prépa. Nous ne sortions pas vraiment ensemble. Un jour, on a commencé à passer tout notre temps ensemble, à devenir intimes sans trop se poser de questions, et ça fait maintenant une quinzaine d'années que ça dure. C'est une relation qui est née d'elle-même, simplement de l'apaisement et du bien-être qu'elle nous procure. Nous sommes des amis, des amants, des confidents, des équipiers, des compagnons de voyage. Et mon envie d'avoir un enfant s'est révélée durant un voyage, mais en réalité, ça faisait longtemps que ça me travaillait. J'ai toujours aimé les gamins. J'ai toujours le contact assez facile avec eux, en tout cas après un certain âge. Pas les bébés par contre, ça m'a toujours effrayé. Et encore aujourd'hui, je ne voudrais pas avoir à m'occuper de celui d'un autre. Par contre, les enfants, j'adore. J'ai été prof d'art plastique pendant 7 ou 8 ans et j'ai adoré être avec des collégiens, les petits mignons comme les grands boutonneux rigolards. Je voyais mes potes avoir des enfants, je les voyais galérer aussi, essayer tant bien que mal de garder leur vie intacte. J'ai des instants en tête. Une fois sur un ponton de retour de plongée, on entend un papa et 2 petites marmailles courent sur le ponton pour rattraper leur père qui sautait du bateau. Une autre fois, c'était avec un collègue, avec un canyon sous chaque œil, qui me racontait qu'il n'avait pas dormi de la nuit, avec fierté. Et un autre encore, navigateur et voyageur, qui me racontait lors d'un week-end sur son voilier comment il avait eu ses 2 enfants pendant qu'il naviguait autour du monde et qu'il leur faisait l'école au milieu de l'océan. Et d'autres encore, qui petit à petit m'ont fait comprendre que ce que je prenais pour le désir de ne pas avoir d'enfants, c'était juste la trouille d'en avoir. Cette trouille, elle allait et elle venait, mais l'idée de devenir papa, elle, restait. Et un jour, j'ai fini par en parler à Marion. On était dans une cabane sur une plage de la côte tanzanienne pendant un voyage franchement aventureux. On était plus amoureux que jamais. À ce moment-là, je lui ai dit que je pensais que j'aimerais peut-être qu'on fasse un enfant. Je lui ai dit, pour que ça devienne vrai, je lui ai pas dit à quel point ça me fichait la trouille, par contre. Et là, pendant des semaines, même plus, Marion ne m'a rien dit, ou presque. A posteriori, je sais qu'elle y réfléchissait, mais sur le coup, j'ai eu beaucoup de mal à supporter ce silence. Alors j'essayais avec une maladresse révoltante de réaborder le sujet. Je me disais qu'elle avait les mêmes peurs que moi, j'essayais d'aborder par là, en tentant d'être rassurant, et de me rassurer aussi. Au bout d'un moment, je n'ai plus abordé le sujet. Je me disais qu'elle ne voulait pas, elle avait peur que ça nous éloigne, ou peut-être que c'était déjà le cas. En gros, c'était une période de doute. En plus, on avait eu beaucoup de soucis, divers et variés. Marion préparait un concours qui touchait à notre vie commune, des mutations et tout ça, et pour lequel j'avais de sérieux doutes. J'ai refusé de le passer moi-même pour ces raisons. Le climat social était plus que tendu sur l'île. Forcément, c'est à ce moment-là que Marion annonce qu'elle a une semaine de retard de règles. Depuis, on en a parlé. On a écouté chacun ce qui s'est passé pour l'autre, mais là, je ne vais raconter que comment je l'ai vécu. Marion ne prenait plus la pilule, mais pour d'autres raisons. On se protégeait, pas bien, mais tout de même. Elle était dans un état bizarre depuis une semaine, hyper stressée et distante. Mais comme on était dans une période un peu dure, un peu froide, j'avais rien compris. Quand elle me dit qu'elle aurait dû avoir ses règles il y a plus d'une semaine, elle est complètement paniquée. Elle m'annonce qu'elle est peut-être enceinte et à aucun moment, dans ce qu'elle me dit, dans sa voix, dans son regard, je ne vois un indice que ça pourrait être une bonne nouvelle. Au contraire même.
Alors du coup, je panique aussi. Je me fais des films d'enfants pas désirés, avec une femme qui peut-être ne me désirait plus vraiment. En gros, des films de panique, pas très rationnels. Ce n'était pas un bon moment, je peux te l'assurer. Je sais que Marion a vécu cet épisode d'une manière très différente, et sans doute parce qu'à ce moment, on n'était pas au mieux. Qu'il y avait de la distance entre nous. Finalement, elle a fait un test le lendemain, négatif. Par contre, toujours pas de règles. Elle refait un autre test 2 jours après, négatif. Là, on s'inquiète pour sa santé, et elle a ses règles en allant chez le médecin. Il a fallu un bon moment avant qu'on finisse par parler à nouveau d'enfants. Sauf que là, ça ne venait plus que de moi. 1 an après cet épisode, on décide d'arrêter de se protéger et de voir ce qui se passe. Difficile de retrouver exactement ce qui s'est passé pour en arriver là. Il y a sûrement la naissance de ma nièce, le bonheur de mon petit frère tenant sa petite, des nouvelles d'une amie très chère, peintre exceptionnel vivant aux antipodes qui nous parlait de sa fille, me prouvant qu'on pouvait encore faire de l'art avec un bébé en écharpe. Celui qui a gommé mes peurs, sans même le vouloir, c'est un ami comorien, clandestin à cette époque malheureusement, avec tout ce que ça implique de difficultés, de galères, de précarité qu'on n'imagine pas, qui le jour de la naissance de son 4e fils m'appelait pour me l'annoncer. Il y avait tant de bonheur dans sa voix, tellement de fierté et de joie. Et moi j'étais là à me tourmenter avec des peurs du genre comment on va subvenir à ses besoins, dans quel monde elle va vivre, qu'est-ce qu'on a à lui offrir. Lui il s'en fichait, le fait d'avoir un enfant était une bonne nouvelle, c'est tout. Alors on a fini par se dire qu'on s'en fichait, qu'on ferait comme on a toujours fait, qu'on verrait le moment venu et qu'à deux on était capable de tout. On a arrêté de se protéger sur un coup de tête, un élan de courage et de « on s'en fout, on verra bien ». Et puis on se disait que ça peut être long tout ça. Tu parles, à compter de cet instant, les règles de Marion ne sont jamais revenues. Et ce coup-ci, je le sentais dans sa manière d'en parler, elle savait. Elle a fait un test, positif. Là on était content, abasourdi, étourdi même, mécontent. On n'avait même pas eu le temps de se faire à l'idée qu'on allait concevoir un enfant, il était déjà là. Alors on a commencé à vivre avec cette petite chose qui devenait réelle et c'était bien. Et puis un soir, Marion a eu des saignements qui l'ont inquiétée. Ce n'est pas évident pour un conjoint de savoir exactement ce qu'il en est parce que ce n'est pas dans notre corps que ça se passe et que ça touche à l'intimité. Marion est très à l'écoute de son corps. Je sais que lorsqu'elle est inquiète, c'est que c'est inquiétant. On est vraiment très proches, Marion et moi. La plupart du temps, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. On n'a pas parlé de ce qui se passait, pas besoin. On savait l'un comme l'autre. On a filé au dispensaire pour voir une sage-femme. C'était en plein Covid, je me suis fait refouler à l'entrée. J'ai dû laisser Marion entrer seule. Marion avait fait une fausse couche à 6 ou 7 semaines. Je ne craque pas facilement. J'ai un genre de crisis mode, de secouriste, de sauveteur, de plongeur. Et dans une situation de crise, quand quelqu'un se blesse par exemple, ou un incident de plongée, je suis très très calme. J'intériorise tout pour garder la tête froide. C'est le contre-coup lorsque la crise est passée qui est parfois rude. Ce soir-là, sur le parking du dispensaire, je me suis effondré comme une loque dans la voiture. Je suis allé respirer un peu et je suis retourné attendre Marion. J'avais senti sa douleur, son irrationnelle culpabilité, sa détresse. En rentrant à la maison, elle s'est juste posée, prostrée comme un zombie. À la maternité du dispensaire, il n'avait fait que lui confirmer que c'était très certainement une fausse couche, qu'il faudrait une prise de sang pour en être certain. Trop effondrée, elle est sortie de là avec trop de questions, de trucs dans la tête. Il devait y en avoir un des deux qui puisse aider l'autre, parce que si on s'effondrait tous les deux, ça ne marcherait pas. Alors je sais plus ce que je lui ai dit, j'ai rationalisé, j'ai avancé que ça arrivait souvent, j'en savais rien, coup de bol, c'était plutôt vrai. Je lui ai donné un papier, un crayon et on a écrit ensemble toutes les questions qui nous passaient par la tête, même ce qui semblait idiot ou évident pour le lendemain aller voir Véronique, la sage-femme libérale qui suivait Marion. Elle a dû y aller seule, mais elle est revenue la tête claire. Rien de cloché, rien n'était une faute, ni rien, ça peut arriver, ça ne remettait rien en question. Dans le récit de Marion, j'ai découvert cet épisode par ses yeux et surtout qu'elle a cru que ça ne me touchait pas vraiment, que j'étais moins abattu qu'elle, etc. On peut pas être plus éloigné de la vérité. Elle a jamais su, je lui ai raconté qu'il y a 2 semaines, dans quel état j'étais dans notre vieux Kangoo sur le parking du dispensaire, ou même comment je me sentais à l'intérieur. Je savais juste que je ne pourrais pas l'aider si je me laissais aller. J'ai beaucoup intériorisé, c'est ressorti plus tard. Marion m'avait dit que son cycle devait reprendre normalement, mais que ça pouvait prendre du temps. Quelques semaines après sa fausse couche, elle m'annonce qu'elle avait eu une intuition, une sensation identique à la première fois, et elle a fait un test de grossesse positif. Elle était à nouveau enceinte, sans même avoir eu de nouvelles règles. Je crois que tous les deux, on était en surcharge émotionnelle à faire l'ascenseur comme ça. J'étais heureux, j'ai eu plus de mal à m'abandonner à ce bonheur. J'avais une retenue qui a mis quelques semaines à s'estomper.
Le début de grossesse de Marion a été une période vraiment géniale. On était amoureux comme jamais. Elle avait des désagréments, mais ça allait. Rien de grave ou de trop contraignant. Juste quelques nausées le matin et de la fatigue. On a annoncé à la famille très tôt parce qu'on était rentré en métropole pour l'été et qu'on ne pouvait pas voir tout le monde. Leur cacher, leur téléphoner après notre retour à Mayotte pour leur annoncer. Tout ça, c'est secondaire. Marion s'arrondissait, on était amoureux. Pendant toute cette période, il n'y avait que nous au monde, et cette petite fille à naître. Alors oui, on ne savait pas, mais lorsque je me projetais, je ne pouvais imaginer qu'une fille dans mes bras. Pas moyen d'ailleurs de trouver des prénoms de garçons. En même temps, je me projetais comme père et ça m'a donné envie de m'améliorer. Je me suis remis en question sur beaucoup de choses, en tant qu'homme, en tant que compagnon, en tant que père à venir. Marion était fatiguée alors que je faisais beaucoup plus. Je prenais soin d'elle alors qu'à ma grande honte, j'étais loin d'être exemplaire avant ça. Sans essayer de me dédouaner, j'ai grandi avec un modèle parental très traditionnel. Maman cuisine et fait le ménage, papa revient du boulot, bricole et fait du sport. Ça a été comme ça toute ma jeunesse et ça l'est encore. Ça demande un effort pour se détacher de ça, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, parce qu'il est facile de se laisser glisser dans ce modèle lorsqu'il est naturel et qu'il ne se heurte à aucune résistance. Mais ça n'excuse rien, la seule chose qui pourrait peut-être, c'est qu'aujourd'hui j'essaye de me rattraper. On a commencé à trouver un équilibre différent et petit à petit une égalité qui aujourd'hui existe bel et bien. C'est triste de le dire, mais Marion était trop indulgente pour me filer un coup de pied au derche. Mon enfant à naître l'a fait et notre vie est bien meilleure aujourd'hui. Ce n'était pas parfait, j'étais très occupé, le boulot, le secourisme, plus un petit boulot de plongeur photo et une association de protection de la faune. Marion avait dû ralentir, j'avais du mal à le faire. Mais tous les soirs, on se blottissait l'un contre l'autre, on parlait beaucoup, on se projetait peu, parce qu'on ne savait même pas si on allait partir ou non de Mayotte, ce qu'on allait faire, où on irait avec notre bébé sous le bras. Mais on s'en fichait, on vivait l'instant intensément. Entre-temps, on allait à quelques cours de prépa à l'accouchement. J'étais le seul papa dans la salle, il s'agissait plutôt d'une heure à discuter et poser des questions à la sage-femme. Quelques infos sur les soins au bébé, sur l'organisation des maternités à Mayotte, etc. On parlait peu de l'accouchement en tant que tel, de ce que ça allait être, ou alors c'est moi qui ne trouvais pas tellement ce que j'y cherchais, que je m'en souviens comme un truc assez inutile. Pire, j'avais parfois l'impression que ma présence masculine gênait un peu, forçait les autres futures mamans à une pudeur qui les empêchait de vraiment entrer dans le sujet. Je me suis préparé moi-même, avec Marion déjà, qui avait commencé des lectures que je trouvais plus ou moins intéressantes, des podcasts. Le seul conseil que je trouve pertinent, après coup, c'était celui de Véronique, la sage-femme. Ne vous préparez pas trop, n'idéalisez pas trop, ça se passera comme ça se passera. Dur à avaler, mais finalement, elle avait raison. Durant son second trimestre, Marion ne se ménageait pas. Moi, ça m'inquiétait parce qu'elle allait bosser à vélo, que les histoires sordides d'agression allaient bon train, que le boulot de prof, c'est loin d'être reposant, surtout là-bas. Mais bon, c'était son corps, si elle le sentait bien. Un matin, j'ai oublié mon téléphone à la maison avant de partir bosser. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années, mais ce matin-là, je n'avais pas mon téléphone. J'étais en train de faire cours, une collègue vient toquer et me glisse que Marion est à l'hosto, qu'elle a joint un collègue à moi pour me prévenir. J'ai fini mes 5 minutes de cours sans trop savoir ce que je racontais, j'ai ramassé mes affaires et juste le temps de dire à la vie scolaire que je quittais mon poste, j'ai filé la rejoindre. Sauf que je ne savais pas où elle était, et que le CHM, le centre hospitalier de Mayotte, c'est pas un hôpital métropolitain, c'est le chaos. J'ai donc filé aux urgences, savoir où elle était admise, mais pas de trace d'elle. Ensuite, j'ai filé aux urgences mater, mais pas de trace d'elle. On me dit que si elle est arrivée en ambulance, elle n'est pas passée par l'admission, et que c'est peut-être pour ça, qu'il faudrait que je voie avec les urgences. À la mention d'une ambulance, je commence à avoir le cœur qui bat. Je me dis qu'elle doit être dans la maternité, que j'en ai marre de la jouer polie, et j'attends qu'une infirmière passe la grande porte verrouillée avec son badge pour me glisser derrière elle. Je file dans les couloirs en me donnant l'air de quelqu'un qui a le droit d'être là. Je finis par trouver Marion, assise en blouse dans le couloir, bracelet au bras. Elle me raconte ce qui s'est passé dans les détails, mais je me souviens plus de grand-chose d'autre que « elle va bien ». En fait, j'ai échappé au gros du stress, parce que j'arrive après la bataille. Elle avait eu des contractions assez régulières, inquiète, elle était allée au dispensaire, qui l'ont hospitalisée pour une menace d'accouchement prématuré à 6 ou 7 mois de grossesse. L'hôpital étant sur grande terre, une ambulance est venue la transférer en barge. Petite frayeur, mais tout est rentré dans l'ordre. Ils l'ont gardée quelques jours, quelques médocs pour stopper les contractions et voir si le col se refermait bien, puis libérée avec un arrêt de travail jusqu'à pouvoir avoir le congé pato avant le congé mater. Pour le coup, elle ne bougeait plus vraiment de la maison après ça. C'était pas facile, mais elle a accepté parce qu'elle n'avait pas vraiment envie de se faire encore peur comme ça. Le troisième trimestre a été plus difficile pour elle physiquement. Il faisait 35 degrés, il y avait de l'eau dans le robinet un jour sur 2 ou 3. Bon, après quelques années à Mayotte, on apprend à se préparer à ce genre de choses et notre maison pouvait être autonome en eau quelques jours. Ce n'est pas si grave.
et puis les vacances de Noël durent un mois, et après la reprise, on a été reconfinés. Et après, c'était reparti pour des vacances scolaires de février-mars, donc j'étais plus présent. Marion se reposait, moi je bossais au jardin avec les copains. On avait un très grand jardin plein d'arbres fruitiers et de cocotiers qui nourrissaient tout le quartier. On l'abreuvait de coco fraîche, les voisines venaient la voir tout le temps pour discuter ou proposer les services de leur mère qui avait fait accoucher leurs petits-enfants. C'était une belle période, confinée dans notre jardin tropical, juste à se reposer. Elle jouait aux jeux vidéo en suant dans le canapé pendant que dehors la pluie était arrivée. Des trompes d'eau, la moussant de l'océan Indien. Une fois que la 37e semaine est passée, on allait tous les soirs marcher sur la plage avec son gros bidon. La veille du terme annoncé, on a passé une belle soirée. Marion avait parlé d'une tradition sur un forum qu'elle fréquentait qui disait que manger un burger faisait venir les bébés. Alors on a mangé un burger pas du tout végétarien en matant un film avec des bateaux qu'on connaît par cœur. Ça a marché. Marion s'est réveillée pendant la nuit avec des contractions qui commençaient doucement à se faire sentir. Je me suis levé pour tout préparer, vérifier que mon voisin ne s'était pas encore garé devant mon portail. Marion est allée prendre une douche et s'est allongée dans notre lit pour se détendre. J'ai été m'allonger à côté d'elle, j'ai dû m'assoupir un peu, je crois, sans le vouloir, et on s'est finalement levé pour essayer de manger un truc, parce que la journée allait être longue. Marion a peu mangé avec ses contractions, alors je lui donnais du jus de fruits, histoire d'avoir un peu d'énergie en réserve. Je sentais que Marion entrait dans une bulle, et moi je faisais tout ce que je pouvais pour qu'elle puisse y rester. Par contre, ça voulait dire que j'y étais pas, moi, dans cette bulle, et j'avais parfois du mal à savoir où elle en était. Est-ce que ça a commencé à être douloureux ? C'était quoi comme sensation ? Est-ce qu'elle s'était pensé un seuil après lequel on y filerait à la maternité ? J'ai vite ravalé toutes mes questions pour juste être autour d'elle, être dans cette bulle. L'isoler de tout ce qui n'était pas son corps, son bébé, son accouchement. Un jour, j'ai entendu un homme dire « notre accouchement ». Quelle sottise. Bien sûr, le conjoint est présent, fait tout ce qu'il peut, mais non. La guerrière qui s'est préparée au combat, qui affronte ses peurs, la douleur, l'épuisement, qui met son corps en jeu pour faire naître un bébé, c'est bien la femme. Ce sera notre bébé, mais c'est son accouchement. Je n'étais là que pour la soutenir, lui donner la lance, l'écu pour rentrer dans la lice, lui éponger le front entre deux rounds. Et c'est d'ailleurs foutrement dur à vivre, mais c'est comme ça. Marion a dû faire un choix difficile. Mayotte ne dispose que d'un hôpital à Mamoudzou sur Grande Terre. Nous habitions sur Petite Terre. Il aurait fallu prendre une barge pour accoucher dans cet hôpital et bénéficier d'une péridurale. La contrepartie, c'est qu'il s'agit de la plus grande matière de France, plus de 10 000 naissances par an, une usine. Les conditions auraient été difficiles et chaotiques. Le dispensaire de Petite Terre dispose d'une maternité, mais avec seulement des sages-femmes, pas de médecins, pas d'anesthésistes, pas de péridurale déjà. Et en cas de problème, l'hôpital est à 1h30 de transfert. Par contre, c'est à côté de chez nous, c'est tout petit, et il est rare qu'il y ait 2 accouchements en même temps. Le problème de l'hôpital, c'est aussi que j'aurais eu plus de mal à être là, à cause des restrictions Covid, franchement inhumaines. J'avais dit avec le plus grand sérieux à la sage-femme que s'ils voulaient me faire sortir, il leur faudrait la police et des menottes aux poignets, et j'étais parfaitement sincère. Mais ce n'aurait pas été une ambiance très cosy. Au dispensaire, ils étaient plus souples, parce que s'il n'y avait que nous en salle d'accouchement, ça ne rimait à rien de m'interdire. Marion est une guerrière, elle a choisi le dispensaire, l'accouchement le plus roots. Pour plusieurs raisons, pour être sûre que je puisse être là, sans finir en garde à vue, pour être sereine, proche de chez elle, dans une ambiance plus tranquille, et aussi, surtout, je crois, par défi envers elle-même. Ma femme est une guerrière, aussi douce et gentille que forte et courageuse. On est arrivé au dispensaire vers 9h. Les contractions commençaient à lui couper le souffle. Elle aurait à demi préféré rester un peu plus longtemps à la maison, tranquillement, mais je préférais vraiment ne pas aller au dispensaire à la dernière minute. À Mayotte, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu, d'une route inondée ou bloquée par un caillassage de gendarmes. Pour planter le décor, le dispensaire de Dzaoudzi, c'est le plus vieil hôpital de Mayotte. Un très vieux bâtiment de l'époque coloniale qu'on repeint lorsqu'il a besoin de travaux. Une cour centrale qui sert de couloir et de salle d'attente envahie par une quantité invraisemblable de chats errants. Des dames qui attendent à la manière comorienne. On mange, on discute, on rit, on fait la sieste à même le sol. Ils ont installé Marion dans la salle d'accouchement. Il y avait une femme qui venait d'accoucher et qui se reposait. C'était une petite piole, 2 lits séparés par un paravent, à peine l'espace pour marcher, qui sert aussi de lieu de stockage. Alors l'avantage, c'est que le matériel est à disposition. On voit des forceps et des kits de suture dans les caisses transparentes. Marion, elle, ne regarde pas grand-chose, elle est dans sa bulle, calme, rassurante. Oui, c'est elle qui en vient me rassurer. Je ne pourrais pas faire une chronologie précise de cette journée, parce que le temps est devenu capricieux. Les minutes étaient des heures lorsqu'elle serrait mes mains dans les contractions.
Les heures étaient des jours lorsque la sage-femme annonçait que le col était ouvert de 1 centimètre de plus qu'il y a 3 heures. Et pourtant, la journée m'a paru durer quelques instants, de très longs instants. Je ne sais plus exactement ce que je faisais pour l'aider, ni ce que je disais pour l'encourager. Elle s'en souvient, moi je ne m'en souviens que de sa concentration, son endurance, sa résilience terrible pendant chaque contraction, en attendant la suivante, qui serait un peu plus dure que la précédente. Je me sentais terriblement inutile par moments. Elle me serrait dans les bras, ma tête contre son front en sueur, alors qu'elle tremblait de partout. La phase de désespérance a été dure. Marion n'en voyait plus le bout. Elle se disait qu'elle serait trop fatiguée pour pousser. Rassurer ma compagne pour lui redonner courage, ça au moins c'était un truc que je pouvais faire. Et elle a traversé ça aussi. Quand elle a commencé à pousser, je crois que je poussais avec. Je voyais l'intensité de la contraction sur le papier du monito. Je voyais aussi le rythme cardiaque de Maya qui réagissait à ce qui se passait. À chaque contraction, des pics et des creux, et puis elles repartaient toutes les deux. La poussée a été très longue, quasiment 1 heure. Marion est une battante et notre petite aussi. J'étais déjà fier comme un papa alors qu'elle n'était même pas vraiment née. Guerrière ou pas, l'une avait une grosse tête et l'autre un périnée musclé. Ça ne passerait pas. La sage-femme a fini par dire qu'elle était désolée, que Marion avait été exceptionnelle, mais qu'elle allait devoir faire une petite incision. Marion a accepté en lui disant qu'elle lui faisait confiance. La poussée suivante, un coup de ciseau et la tête passe. Une poussée pour passer les épaules et Marion attrape sa fille pour la hisser sur son ventre, en bafouillant « C'est mon bébé ». Moi aussi je bafouille, je regarde juste ma femme porter ma fille, toute gluante sur son ventre. Je suis heureux, soulagé. La sage-femme me demande si je veux couper le cordon. Je la remercie, mais je refuse. Je n'aime pas cette tradition, ni la symbolique qui s'y rattache. Je n'ai d'ailleurs pas envie de symboliser quoi que ce soit à ce moment. On est tous les trois. J'ai posé ma tête sur l'épaule de Marion. Maya s'agite doucement. Je n'ai besoin de rien d'autre pour savoir que je suis le plus fier et le plus heureux des hommes. Fier d'être papa de cette petite créature déjà si compative. Fier d'être le compagnon de cette femme à la force immense. Au courage qui inspirait l'humilité à n'importe qui. Ça n'a pas changé depuis et ça ne changera jamais. Marion est épuisée, et l'émotion passant, elle commence à s'inquiéter un peu pour elle-même. Elle se sent en charpie. La douleur, c'est une chose. Quand elle s'arrête, c'est terminé. La peur de la mutilation, c'en est une autre. On se demande si tout va rentrer dans l'ordre, en combien de temps. On prend conscience du parcours de soins qui va s'avérer nécessaire. Maya cherchait déjà à téter, mais Marion devait être recousue et ne se sentait pas à l'aise de la tenir. Elle a demandé à la sage-femme de me la donner en peau à peau. J'ai balancé mon t-shirt et pris Maya contre moi. Elle était toute chaude et me fouillait la poitrine doucement. Minuscule dans mes bras, je suis bien incapable de mettre des mots sur les émotions que j'avais dans la tête à ce moment-là. Et j'aurais peur de corrompre ce souvenir en essayant. Je préfère le garder comme un trésor fragile qu'on risquerait d'abîmer à trop le manipuler. Ils ont recousu Marion. Maya a fait sa première tétée. C'était un beau moment. On s'est retrouvés tous les deux à un petit moment. C'était chouette. Hors du temps. Et puis les choses sérieuses ont dû recommencer parce que tout n'est pas fini après la naissance, loin de là. La sage-femme s'occupait de Marion et pendant ce temps, j'ai pris Maya avec une puéricultrice pour les soins du bébé. J'étais tout gauche, elle a été gentille au possible. C'était une mahoraise, pas bien grande et plutôt large, qui ne parlait qu'avec une voix douce et apaisante. Peut-être à force de travailler avec des nouveau-nés et des parents un peu sonnés. C'est moi qui faisais tout et elle me guidait. On a fait tout ce qu'il y avait à faire, on a habillé Maya et enveloppé dans un kikwa. Elle avait les yeux ouverts et regardait partout. Elle était déjà très présente. Je n'avais pas de point de comparaison, mais la puéricultrice et le pédiatre, 3 jours plus tard, le disaient. J'ai compris après coup que les Wazungu, les blancs métropolitains, n'accouchent quasiment jamais en dispensaire, alors que cette petite fille blanche, dans les bras de son papa, ça faisait sourire les puéricultrices. Les papas mahorais sont rarement présents. D'après les sages-femmes, les femmes là-bas accouchent plus souvent entre femmes. Marion y a d'ailleurs gagné un respect nouveau auprès de nos amies comoriennes, elle entrait dans un cercle. Tout ça fini, Marion est partie s'installer dans une chambre exiguë prévue pour un seul lit mais en contenant 2, qu'elle partageait avec une maman et son fils. Moi j'ai dû partir, ça a été dur. Mais c'était comme ça. J'avais déjà envoyé bouler les règles pendant toute la journée, les sages-femmes n'avaient d'ailleurs pas bronché, elles-mêmes trouvant ces règles absurdes. Mais là ça aurait dérangé une autre personne, une autre maman épuisée comme Marion, et puis je le devais aux femmes de cette maternité qui avaient été parfaites, attentionnées, professionnelles. J'ai embrassé Marion, embrassé mon bébé, remercié la sage-femme pour tout ce qu'elle avait fait, et je suis parti.
Quand je suis rentré chez moi, je me suis assis sans même allumer la lumière, et je suis resté comme ça un moment. Je ne sais même pas si je me sentais bien ou mal, c'était juste une surcharge émotionnelle qui s'arrêtait trop brutalement. C'était hyper violent. Le plus beau jour de ma vie, la naissance de ma fille, et puis je me suis retrouvé seul, comme un couillon, chez moi, après une journée de boulot. Ceux qui font les règlements, ils se disent que le père, il va rentrer chez lui, s'ouvrir une bière et se manger une pizza devant une série. Je crois que j'ai passé la nuit comme un zombie, c'était un jour de stress post-traumatique, l'intensité de la journée, l'arrêt brutal, le déchirement de devoir partir, le fait de savoir aussi que les visites étaient interdites, c'était insupportable. J'en veux terriblement aux autorités médicales pour ces règles inhumaines qui ont laissé les pères dehors, avant, pendant, pour certains, et après. D'autant plus que Marion avait besoin de moi, je le savais. On l'a laissée seule avec son bébé pour tout faire. Elle qui était épuisée, abîmée, elle a dû s'occuper seule de sa fille. Plonger seule dans le grand bain, devine comment on nage. Pas moyen pour elle de dormir la première nuit. Et puis il fallait apprendre seule à donner le sein, à la changer, tout ça en devant s'occuper d'elle-même en même temps, dans des conditions dignes d'un dispensaire de brousse. J'aurais dû être là pour la veiller, lui permettre de dormir, d'aller prendre du temps pour soigner son corps, se laver ou prendre son temps aux toilettes, celles qui ont eu une épisio savent. Un petit coin ou une chaise m'aurait suffi. J'en voudrais toujours à ceux qui ont bricolé ces lois. S'il y a bien une phase durant laquelle le conjoint peut être réellement utile, c'est après l'accouchement. Veiller à son enfant, soigner le cordon, changer les couches, aider à le placer pour la tétée, j'aurais dû être là. Je ne comprends pas qu'on empêche les pères de jouer ce rôle. Le lendemain, je suis allé la voir. C'était interdit, mais j'ai passé le vigile en racontant un bobard de rendez-vous avec une sage-femme, que j'avais le droit d'être là, pas d'inquiétude, merci pour le bon travail qu'il faisait. Pas très fier, mais ma place était de l'autre côté de ce portail. J'ai retrouvé Marion dans la cour, entourée par des familles de chats errants. Elle avait notre petite dans les bras. Ces moments volés si précieux, cachés dans la cour de ce vieux dispensaire, n'appartiendront qu'à moi. Je suis retourné le lendemain, en trouvant une autre stratégie. Je ne sais plus ce que c'était, mais je crois que le vigile n'avait pas le cœur à faire du zèle. Le troisième jour, je savais qu'il ne me laisserait pas passer, alors j'ai sauté une grille derrière le bâtiment pour les retrouver dans un coin discret de la cour. J'étais tellement contente d'apprendre qu'elle sortait demain matin que je suis ressorti par devant. J'ai glissé un « désolé, je fais ce que j'ai à faire » au vigile qui n'était pas content du tout. Et on est rentré à la maison. J'avais fait le choix de décaler mon congé pater pour le faire coller avec les vacances scolaires suivantes. Il me fallait juste aller travailler une fin de semaine, et puis j'avais 1 mois de congé. Oui, le congé pater rallongé n'était pas encore applicable à Mayotte. Travailler ces quelques jours, en fait, c'était chouette. Les collègues m'ont félicité en se moquant de mes cernes. Mes élèves me félicitaient aussi, j'étais tout fier de leur dire qu'elle s'appelait Maya. Bon, je n'ai pas été un prof très efficace ces 2 ou 3 jours-là, mais personne ne m'en a tenu rigueur et je m'en fichais pas mal. Et puis j'ai eu 1 mois à la maison avec Marion et Maya, ce qui est un privilège aujourd'hui en France. Le postpartum, c'est quelque chose auquel on ne se prépare pas bien, je crois. On se concentre sur la naissance et c'est normal, mais le postpartum est une période difficile pour les femmes qui doivent cumuler un corps en guérison et apprendre à s'occuper d'un bébé. En tant qu'homme, on doit trouver sa place entre les tétés, on doit apprendre à s'occuper d'un bébé et à prendre soin de sa femme, la rassurer, lui aménager du temps pour se réapproprier son corps, alors qu'elle doit se transformer en cantine, jour et nuit, que ça se passe bien ou pas. L'allaitement a été un peu compliqué par moments et ce n'était pas évident à vivre parce que la peur de mal faire est toujours présente. La peur de ne pas être à la hauteur aussi et je la partageais à chaque instant. Maya dormait dans un lit cododo, dans notre moustiquaire. Alors les tétées nocturnes se passaient dans le lit. J'étais toujours inquiet à l'idée qu'on s'endorme avec elle dans le lit et je me réveillais en sursaut en la cherchant partout, réveillant Marion par les mêmes occasions. Elle ne m'en voulait pas, me rassurait, on regardait notre petite dormir en cherchant à vérifier si elle respirait bien. J'ai fait tout mon possible lorsque j'étais à la maison, mais il a fallu que je retourne au boulot. Et Marion s'est retrouvée toute seule, encore en convalescence. C'était difficile, mais pas vraiment le choix, et mon réveil sonnait à 5h tous les matins. En plus de ça, je passais encore pas mal de temps comme sauveteur, jusqu'à passer la nuit en intervention. Marion ne m'en a jamais tenu rigueur, elle savait que c'était important, mais en y repensant, j'aurais dû agir différemment. C'est d'ailleurs en partie avec le fait de devenir père que je me suis plus investi dans la SNSM. J'avais dans un coin de ma tête l'idée qu'il fallait que ma fille soit fière de moi. Ce qui est peut-être un peu bête, pas très mature, mais c'est comme ça. Je voulais être un homme bien, lui donner un modèle masculin dont je serais fier. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu chercher la virilité dans de la gonflette ou une attitude de beauf. On avait pris la décision de rentrer en métropole. La violence avait atteint un point où il y avait un couvre-feu tacite à la nuit tombante, on ne pouvait plus se promener dans la nature, même les îlots déserts devenaient le théâtre d'agressions sordides.
Les gens commençaient à vouloir faire justice eux-mêmes, ce qui a entraîné des lynchages, des meurtres, des incendies. Il nous a été très difficile de partir. Nos amis étaient là-bas, notre vie aussi. On a tout quitté, tout lâché parce qu'on voulait que Maya puisse grandir dans un endroit plus serein. Je ne le pensais pas à ce moment, mais ça a été vraiment très dur à vivre pour moi. Nous sommes revenus en métropole depuis 1 an et demi, maintenant. Et j'en suis toujours à faire le deuil d'une vie passée en essayant d'en inventer une nouvelle. Ce qui m'amène à nos jours. Aujourd'hui, je suis à la fois papa au foyer, artiste parce que je l'ai toujours été, et j'ai créé une micro-entreprise qui me permet d'étendre un peu mes activités. Lorsque nous sommes rentrés en Finistère, nous n'avions plus de boulot. Marion avait eu son concours, mais était soumise aux règles de la mutation dans l'éducation nationale. Autrement dit, va donc faire ta vie à Créteil, tu reviendras dans 10 ans si tu as de la chance, 20 ans si tu veux aller en Bretagne. Elle s'est donc mise en disposition de son poste. Moi, n'ayant jamais voulu devenir fonctionnaire, pour échapper à ça justement, j'étais contractuel, donc je suis parti sans rien d'autre qu'1 an de chômage. Oui, à Mayotte, le chômage c'est pas 1 an, c'est 1 an, pas 2. Département peut-être, mais égal aux autres, pas sûr. Trouver un travail correct et qui corresponde à nos parcours quand on a un Master 2 des Beaux-Arts en France, c'est un doux rêve. Ce n'est pas faute d'être bardé d'expériences diverses et de qualifications, j'ai même une certification de plongeur professionnel dans le lot. Et puis Maya devait être gardée, sauf que lorsqu'on débarque avec son bébé sous le bras pour demander une éventuelle place en crèche, en France, on nous rit au nez. Vous savez, les préinscriptions, ça se fait avant même la naissance de nos jours. Donc, quitte à rester à la maison, j'ai commencé à créer des choses, à me réinventer doucement. J'ai recommencé à faire de l'art, à fabriquer des trucs, rencontrer quelques personnes, puis à créer cette micro-entreprise pour vendre un peu. Seulement, en faisant cela, Marion se retrouvait à devenir une mère au foyer, et je sentais, même si elle n'en disait rien, que ça la minait. C'est arrivé sans faire de vagues, parce que je travaillais à la maison finalement, j'étais là, dans mon atelier. Elle n'était pas seule, en tout cas c'est ce que je pensais. Elle n'allait pas bien, et ressentait ce que je ressens trop souvent aujourd'hui, le fait de n'être plus rien, de ne plus voir personne, de ne plus vivre pour soi-même. Donc je l'ai poussée à chercher un petit job, même un boulot pas folichon, simplement pour retrouver une vie sociale, professionnelle, etc. Elle l'a fait, ça lui a fait un bien fou. Moi par contre, je me suis retrouvé papa au foyer à plein temps, et ça a été réellement très dur à vivre. Et si ça s'améliore aujourd'hui, c'est loin d'être terminé. J'ai ressenti ce que toutes les femmes qui se sont retrouvées dans cette situation, parce que c'est ce qui apparaît comme normal, ont dû ressentir, et c'est sacrément dur. Au début, ça allait bien. Je forgeais une complicité énorme avec ma petite, plus grande que ce à quoi je m'imaginais. J'étais, et j'en suis toujours très heureux, je suis celui qu'elle appelle la nuit, ou le jour quand elle se fait mal, ou quand elle veut quoi que ce soit. Ça ne s'est pas fait facilement parce qu'au début, elle se servait de sa mère. Elle se sauverait de sa mère. Mais petit à petit, on s'est fait à l'idée qu'on était dans le même bateau. À moi aussi, elle me manquait. Quand on a pu la mettre quelques demi-journées à la garderie, c'est moi qui me suis collé. C'était dur de la laisser déjà parce qu'elle avait, et a parfois encore, un mal fou à laisser partir son papa. Les départs étaient souvent des pleurs désespérés. Moi, je finissais par partir en me sentant coupable, la boule dans la gorge. Et le temps libre que je souhaitais tellement retrouver, je le passais à tourner en rond en regardant l'heure. Ce genre de choses s'est tassé, ça a commencé à mieux se passer. On sait tous qu'un petit d'1 an et demi, ça peut être dur parfois. Je n'entrerai pas dans les détails, celles et ceux qui en ont savent. Donc, je vais pas dire que la vie est rose, juste que c'est pas ça qui a commencé à poser un vrai problème. D'un côté, il y a la charge mentale de tout ça. Seul avec sa petite, on n'a plus un neurone à soi. Même quand on arrive à se dégager 1 heure par-ci, une après-midi par-là, on n'a pas la disponibilité mentale. J'ai commencé à sentir que je perdais tout ce qui faisait que j'étais moi. Je ne créais plus, ce qui veut dire beaucoup pour moi. J'avais du mal à réfléchir, à penser, alors que j'ai passé ma vie à agiter les neurones, à penser le monde, l'art, à m'intéresser à tout, à apprendre de nouvelles choses sans cesse. C'est comme si mon esprit était entièrement rempli d'horaires de garderie, de repas à préparer, de vaisselle à faire, de lessive, de ménage, de courses, plus de place pour rien d'autre. Et chaque fois que j'essayais de faire quelque chose de créatif, rien que de dessiner ou de lire, je ne pouvais plus. D'autant que Maya a toujours eu du mal avec le fait de jouer tout seul pendant que papa fait quelque chose. La vaisselle, c'est avec une petite accrochée à la jambe. La cuisine, c'est d'un bras pour qu'elle arrête de faire des conneries exprès pour attirer mon attention. Aller aux toilettes, tambourinement et crise de larmes à la porte. Elle peut jouer 5 minutes tranquillement sans moi, je sors un carnet de croquis, elle lâche tout pour venir le recouvrir de mignons gribouillages. Je ne sais pas si tous les enfants sont aussi exclusifs, et je m'en fiche un peu. Je pourrais m'apercevoir que ma fille est un gremlin mutant explosif, je ne l'échangerai pas pour autant. La petite entreprise que je venais de bidouiller restait à l'abandon, mon travail d'artiste encore plus. Même physiquement, je suis passé de nager 2 fois par semaine, courir, tout ça, à plus rien.
Pour un ancien nageur sauveteur, c'est dur à vivre. J'ai réussi à trouver un moment pour aller courir l'autre fois. Je me suis demandé si je n'étais pas malade. Un esprit embourbé dans un corps rouillé. L'estime de moi a commencé à prendre un sale coup. Et le problème, quand on ne parvient plus à s'apprécier soi-même, c'est qu'on ne peut plus ressentir l'amour des autres. Ce que je vais raconter maintenant, c'est de mon point de vue, sur le moment. C'est partial. Ce n'est même plus ce que je pense, mais le ressenti, même biaisé, était celui-là. Et en même temps, ma compagne s'était recréé un monde, duquel j'étais exclu. Elle avait des collègues, des journées longues, mais sans aucune responsabilité. On se parlait de moins en moins. Elle rentrait tard, faisait la gueule parce que Maya la rejetait. Elle ne faisait plus rien dans la maison. Elle rentrait entre midi et 2, mettait les pieds sous la table, couchait Maya pour la sieste après une tétée et repartait, pour ne rentrer qu'au moment de la coucher. Pas un regard pour moi ou je ne le voyais plus. De toute façon, qu'est-ce que j'avais à raconter? Ma journée n'avait rien eu d'intéressant. Et elle ne posait pas de questions. Ça ne se passait pas très bien entre elle et Maya, et j'avoue qu'avec la rancœur que j'avais, j'y voyais une certaine justice. Elle s'était fabriqué un autre monde, juste à elle, et j'avais l'impression qu'elle préférait vivre dans celui-là. Je ne supportais plus qu'elle se plaigne de devoir aller au boulot, quand moi j'aurais tout donné pour échanger une seule de ses journées contre une des miennes. Juste voir du monde, discuter avec des adultes, faire une tâche qui ne me touche pas directement, être dans le cadre rassurant des horaires imposés. Je rentre tard, c'est pas ma faute, c'est le boulot. En fait, je n'aspirais qu'à une chose, que ma fille me manque, que je puisse avoir hâte de la retrouver après une journée bien remplie. Je souffrais, et souffre encore parfois, de la solitude. Discuter avec des adultes, et qui ne parlent pas que de leur bébé, est devenu un moment rare. Beaucoup de femmes me parlent des autres mamans, d'une communauté qui se serre les coudes. Marion a reçu énormément de soutien d'un forum que tu connais, et c'est génial. Je n'ai pas eu ça. Dans l'adversité, les femmes se serrent les coudes, les hommes, eux, font bonne figure et ne se montrent rien. D'autant que je me suis retrouvé à être le seul homme à peu près partout. Dans les milieux de la petite enfance, garderie, accueil parents-enfants, un papa à temps plein, c'est rare. Et les réactions sont diversement pas terribles. Il y a celles qui m'ont clairement fait comprendre qu'elles voyaient ma démarche comme une spoliation du rôle de sa mère. Il y a les maternantes attendries, pour qui c'est mignon. Il est nul, mais c'est pas de sa faute, c'est un homme. Il y a aussi celles qui sont juste gênées de parler de parentalité avec un homme puisque ce n'est pas trop sa place. Merci à celles avec qui j'ai simplement pu échanger naturellement tout de même. Et avec les autres parents, c'est aussi compliqué. Les mamans n'accueillent pas facilement un homme et je ne peux qu'imaginer pourquoi. Peut-être parce qu'elles ont en tête que ma présence est occasionnelle, peut-être qu'il y a une justice simple, au nom de toutes les femmes qui ont souffert de sacrifier leur vie de femme parce que leur mec ne voulait pas sacrifier un petit morceau de la sienne. Il y a une vieille rancune que je comprends complètement et que je ne peux qu'accepter. Tellement d'hommes débarquent avec leurs gros sabots, se pointent dans une communauté de femmes pour leur faire une leçon paternaliste sur l'éducation, voire même sur la maternité pour les plus gerbants. La solitude est un puissant poison. J'ai essayé à un moment de trouver d'autres papas, mais je n'y retrouve jamais la bienveillance qu'il y a chez les femmes. Et puis je ne me suis que très rarement senti à l'aise avec les hommes. J'en ai tellement marre d'avoir à supporter les blagues genre complicité masculine, du type le quinca bedonnant qui me voit avec Maya pleurant pour ne pas sortir de la médiathèque, et qui me lâche sur un ton paternaliste complice « Ah, vivement qu'on la rende à sa mère, hein !» Rire gras. Ou le jeune papa au parc avec son petit, les yeux dans son iPhone, qui me dit, cherchant un allié, que ça le fait chier d'être là, mais que sinon sa femme lui fait la gueule. Des exemples parmi tant d'autres, et je sais que ce sont sûrement des masques virils, ou que j'ai vraiment envie que c'en soit. Le problème, c'était que la seule personne avec qui je pouvais décharger, c'était Marion, et qu'elle le prenait mal, se braquait, et finissait par s'en aller saoulée. J'ai commencé à me renfermer petit à petit, etc., en bref, déprimé. Marion y réagissait en s'éloignant, en m'excluant complètement de sa vie. On a continué ce cercle vicieux assez destructeur, en accumulant tous les deux la colère, la rancœur et tout ce qui pousse dans ce terreau-là. Jalousie, suspicion, méchanceté, mal-être. Jusqu'à ce que Marion aille un peu plus loin, fasse un truc vraiment pas bien dont je tairai le détail, et ça a clashé sévèrement. On a passé une nuit à régler nos comptes, et la semaine qui a suivi a oscillé entre retrouvailles intenses et reprise des hostilités. On a mis un moment avant de vider tous les deux notre sac de rancœur, de colère intériorisée et de ressentis biaisés par nos propres frustrations. Cette nuit-là, on a vu pour la première fois que notre couple, l'entité hyper soudée qu'on a toujours formée, n'était pas invulnérable. En 15 ans, c'est pas si mal finalement. Et puis on dit ça, mais on est encore ensemble, plus que jamais même. Heureusement qu'il y a eu cet élément déclencheur, parce qu'après ça, on a recollé les morceaux. Ils se sont un peu recollés tout seuls en fait, parce qu'en vidant notre sac, on a aussi pu parler de ce qui n'allait pas, et ça nous a fait du bien. Aujourd'hui, on redevient une équipe,
Et rien que ça change la vie. Et puis on a réussi depuis peu à faire garder Maya 3 jours par semaine chez une asthmate. Ça me permet de souffler un peu, même si au bout de 15 jours, j'ai bien du mal à lui faire confiance, de penser à reprendre la création où je l'ai laissée. Aujourd'hui, j'aspire à ce qu'on équilibre la balance, que je puisse bosser un peu, de l'art et un petit mi-temps peut-être, rien que pour tromper la solitude de l'atelier, et que ma compagne dégage du temps pour me le permettre. Être parent au foyer, ça fait réfléchir. Si c'est dur, ce n'est pas tant pour ce qu'il y a à faire, mais pour ce qu'il y a à penser. La charge mentale est énorme, et puisque chaque instant implique une grande responsabilité envers son enfant ou sa famille, elle se double d'une charge émotionnelle qui rend tout difficile. La peur de ne pas bien s'y prendre, de ne pas avoir la patience. Il y a des moments auxquels je ne me ferai jamais. Le dépôt à la garderie, lorsqu'elle voudrait rester avec moi, et devoir l'arracher littéralement de moi alors qu'elle crie « Gros câlin, papa !» C'est comme si je me séparais d'un de mes poumons et que j'aurais du mal à respirer toute la journée. Tous les moments où je perds patience lorsqu'elle joue la provoque, où je finis par m'énerver et où je me sens mal de ne pas avoir réussi à prendre sur moi, où je me sens complètement en échec en dessous de tout. Et les fois où elle est malade, qu'elle tousse, qu'elle a mal à l'oreille à cause d'une otite. À chaque fois qu'elle tousse, c'est une bouffée de sentiment d'impuissance. Le problème, ce n'est pas d'affronter ces moments, c'est de le faire seul, tout le temps. Sans avoir la possibilité de s'arrêter ne serait-ce qu'une minute, même quand on a la crève, quand on a envie de pisser, quand on est en colère parce qu'elle a fait tout pour, quand on est frustré de ne pouvoir concrétiser une idée. Je prends conscience que des millions de femmes ont vécu ça et que cette société n'a jamais consenti à admettre ce que ça représente, ne serait-ce qu'y accorder une fierté. Oui, c'est du bonheur de s'occuper de son enfant, mais ce n'est pas ça le problème. Et je me dis que pour moi, c'était un choix, qui manquait peut-être de discernement sur ce qu'il impliquait, mais qui reste le mien. Quand c'est compliqué, je peux me rappeler pourquoi je l'ai fait. Quand elle est subie, la difficulté d'être parent au foyer doit vraiment peser très lourd. C'est peut-être plus facile pour un homme de ne pas se laisser couler dans cette vie domestique, de ne pas accepter de tout mettre ce qu'on était de côté au risque de ne plus le retrouver, et de se bagarrer pour la faire évoluer, justement parce que c'est moins admis, moins normal. On différencie la paternité de la maternité, alors que passé un certain âge, il n'y a plus nécessairement de différence dans ce que cela implique. Alors que certains pays poussent à faire évoluer les mentalités, on entérine en France l'idée d'un père au boulot et d'une maman avec son enfant, rien qu'à travers l'inégalité du congé pater-mater. Si ça a été dur d'y entrer, et si c'est si dur d'y vivre, ce rôle de père à plein temps apporte beaucoup plus que ne le laisse entendre mon récit. Mais j'avais besoin de trouver dans cet exercice d'écriture un exutoire pour lâcher du lest. J'ai entendu tellement de gars dire qu'ils n'ont pas vraiment créé de lien avec leur enfant avant un certain âge, et tellement d'autres qui sont pères selon une définition des années 50, comme le mien. Peut-être que c'est ce qu'ils devraient faire, un stage de papa au foyer pendant quelques mois. Je suis très fier de ce qu'on a, ma fille et moi, même si des fois c'est aux dépens de sa mère. Quand je comprends tout ce qu'elle me raconte, comme si on parlait une langue rien qu'à nous, quand on passe un bon moment et qu'elle voudrait que ça dure 1000 ans. Quand j'arrive seul à la calmer lorsque plus rien ne va. Quand elle me sert de toutes ses forces lorsque j'ai un coup de blues. Finalement, lorsque je suis fatigué, que je me sens au fond du trou, parce que j'ai perdu patience après une énième crise aux motifs absurdes, ou que j'ai l'impression de ne plus être personne, c'est elle qui vient me rassurer. Elle me prend dans ses petits bras, se serre contre moi en disant « T'aimes, papa ?» Et finalement, l'univers n'est pas si mal. Je suis désolé. Ah non, t'excuses pas. Moi, j'ai vécu cette scène tellement de fois. Oh. Merci pour ça, vraiment. Tu vois, je savais pas ce que ça allait donner. Et j'ai zéro regret. Ça n'a pas dû être facile comme exercice, alors vraiment, Non, vraiment. non. Je l'ai pas lu beaucoup, ce texte. Vraiment merci pour ça. Ton mail, il date du 5 décembre. Je viens de regarder. Est-ce que ça va mieux, les séparations depuis Les séparations, oui. l'ASMAT, Ouais. L'ASMAT moins, parce qu'en fait, elle préfère aller à la garderie, vraiment. D'accord. En fait, dès que je la lâche à la garderie, maintenant, elle va jouer avec les autres et c'est parfait. Chez l'ASMAT, elle a un peu plus de mal. Ouais, il y a moins de monde. C'est ça. Ouais. En fait, elle est souvent la seule de son âge. L'ASMAT a des tout petits bébés à côté. Oui. Donc, elle a moins d'attention avec l'ASMAT, forcément.
Ok, Mais ça se passe mieux. tant mieux. On sent l'émotion que c'est Ah ouais, c'était de la dur au début. séparation. Je C'était comprends. vraiment dur. Oui, je me suis beaucoup reconnue dans beaucoup de choses. Alors, j'ai pas été au foyer pendant aussi longtemps que toi, mais du peu de congé parental que j'ai pris, je me suis reconnue dans beaucoup de choses. Et c'est chouette en même temps. Et je suis assez d'accord quand tu dis que passé à un certain âge, il n'y a pas de différence entre Ah bah le non, ouais. père et la mère. Et même là, Maya est encore allaitée, hein, le matin et le soir, Hmm, mais bon, à part ça, il y a absolument aucune différence. Il y a rien, quoi. En ouais, fait, il y a une différence dans la perception des autres adultes. Ça, beaucoup. oui, et dans la relation qu'on a, dans l'histoire qu'on a avec son enfant, en fait. Ouais. Et ça, c'est chaque parent qui sont différents. Oh quand je te dis, bah, tu vois, toute l'émotion que tu as pu ressentir, tu as réussi à nous le refaire ressentir par écrit. Écoute, ça fait la troisième fois que du coup, que je connais, enfin, j'écoute, enfin, je lis, puis j'écoute ce récit. Et c'est toujours aussi émouvant. Et c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle. Ah, je viens de voir que ton épisode, c'est l'épisode 44 et que l'épisode de Marion, c'est l'épisode 22. C'est quand même joli. Ah, belle coïncidence. Donc, j'allais dire, chère auditrice, tu connais Marion puisque c'est elle qui témoigne dans l'épisode 22. Donc. Et j'ai vraiment eu l'impression de redécouvrir complètement votre histoire, alors que bah, je la connaissais plutôt bien. Mm. Mais enfin, à travers Marion, et c'est incroyable la différence que peuvent avoir deux personnes, enfin le point de vue Bah ouais. de On n'en deux avait pas personnes. conscience, pas vraiment conscience nous-mêmes. Et en fait, c'est d'avoir entendu vraiment le sien, de voir à quel point en fait on n'avait pas vécu de la même manière, quoi. Et qu'il y avait des choses qui, pourtant, bah, on était quand même tous les deux tout le temps, mais vraiment, on n'avait pas du tout la même perception. Ouais, des années-lumière pour certains. Mais oui, mais oui, oui. C'est Et ça nous mais a forcé à en discuter et on a beaucoup parlé après. c'est chouette, Et je quand suis elle a contente. lu ce que j'ai écrit, bah, du coup, elle a découvert aussi beaucoup de choses. Ça a dû l'émouvoir beaucoup aussi. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. Je suis honnêtement, sans vouloir me jeter des fleurs, très heureuse d'avoir pu donner lieu à ça parce que Mais tu peux. c'est chouette, c'est vraiment Oh, oui, tu chouette. peux. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec toi dans le sens quand... De toute façon, je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu as dit. Quand tu dis que les pères devraient faire un stage de papa au foyer. Oui, Mais oui, j'en suis convaincu. oui, et bien sûr. Et après, bon, bah voilà, effectivement, hein, la société est ce qu'elle est. C'est difficile pour moi de conclure parce que je sais pas, je suis aussi pleine d'hormones, donc ça aide pas niveau émotion. Ouais, j'imagine. Mais vraiment, je crois que ça conclut extrêmement bien cette saison 2. Est-ce que, avant ma question rituelle de fin, parce que tu y échapperas pas, c'est pas parce que on a fait un format différent aujourd'hui que, que je ne la poserai pas, est-ce que toi tu aimerais rajouter quelque chose vu que ça fait 3 mois qu'on... Bah, bah, ça a évolué un petit peu depuis, en mieux. Que, bah, en fait, je me suis recentré complètement sur la pratique artistique et ça m'a fait un bien fou. Tu t'es Maintenant, j'ai retrouvé? 3 jours pleins dans la semaine où là, j'arrive à décrocher complètement. Et donc ça, c'est très très bien. Et donc ça rééquilibre vraiment les choses pour le coup. T'as réussi à trouver un petit boulot ou pas Non, mais pour encore? l'instant, en fait, je vais construire autre chose là. D'accord, Là, en fait, ok. je me suis recentré sur l'art. Déjà, ça m'a permis d'arrêter de déprimer. C'est pas si mal. Ça, c'est clair. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu fais comme art? Je suis curieuse. Dessin, peinture. Tout... Ouais, ok. Ok, eh ben, écoute, c'est parti pour la dernière question. Mhm. Si tu pouvais changer une et une seule chose dans notre société, ça serait quoi? Une et une seule chose. J'ai Oh là pas dit là. qu'elle était facile, hein. Euh, on peut changer les gens ou pas? Écoute,
Il n'y a pas de règle. J'ai jamais mis de règle à cette question, à part une seule chose. Une seule chose, pardon. Donc je commencerai pas à mettre des règles maintenant. Écoute, vas-y. Je voudrais que tout le monde devienne curieux. Curieux de ce qui se passe autour de soi. Et ça changerait beaucoup de choses, je crois. Oui, c'est vrai. Ah, c'est drôle, on me répond souvent, l'empathie. Et la curiosité, c'est vrai que... Et c'est de la curiosité, certainement, que viendrait l'empathie. Oui, je pense aussi. Oui, c'est vrai. C'est très... C'est très lié. Et j'y aurais jamais pensé. Eh ben, je crois que je vais pas compter le nombre de merci que je vais te dire dans cet épisode. J'espère que ça t'a plu de faire ça. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup plu, en tout cas. Et ben, il me reste plus qu'à te dire à bientôt, Antoine. Et ouais. À une prochaine fois et bon courage pour ce qui t'attend. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, moi, il m'a apporté énormément d'émotions. J'enregistre cet outro juste après et j'ai encore du mal à m'en remettre. Il clôture la saison 2 du podcast parce qu'à l'heure où je te parle, enfin, non, plutôt à l'heure où tu écoutes, je suis normalement en train de gagatiser avec mon bébé tout neuf ou de décéder de fatigue. Ou les deux. Je sais pas encore. Bref, je suis pas dispo, quoi. Cet épisode clôture aussi ce format d'histoire de mère ou de père avec le schéma envie d'enfant, conception, grossesse, accouchement, postpartum. J'ai adoré le faire pendant presque 2 ans, mais j'ai désormais envie d'explorer d'autres choses. Toujours dans la parentalité, je te rassure. Mais justement, la parentalité n'étant pas que de début d'histoire et parce qu'il y a un monde énorme quand les enfants grandissent, dont on ne parle que peu, c'est là que j'ai envie d'aller maintenant. J'ai envie de parler de plein de sujets allant de l'arrivée d'un nouvel enfant à la maison, à comment faire avec un ado en passant par l'acquisition de la continence, les phases de développement du nouveau-né, les régressions, les habitudes de sommeil et 1001 autres sujets parce qu'il y a tant à dire. Et toujours à travers toi, évidemment, à travers vous tous qui m'écoutez. D'ailleurs, je lance officiellement mon appel à témoins. Tu as envie de parler d'un sujet en particulier? Tu as une anecdote à raconter? Tu aimerais expliquer comment c'est chez toi sur un sujet précis? Écris-moi à premièrecouchepodcast@gmail.com. Je n'annonce pas de date de sortie de la saison 3 car ça va dépendre de plein de choses et que j'ai envie de lancer ça bien. Ce sera au minimum à la rentrée, ça c'est sûr. Le reste, on verra. Mais j'ai très très hâte. N'hésite pas à venir rejoindre la communauté sur Instagram @premièrecouche pour rester au courant et avoir des nouvelles régulièrement. Et sur ce, je te dis à très vite